En fait, ça va, braves gens, dormez tranquille, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand économiste qui nous explique que la dette française, en fait, c'est un faux problème. Alors ça va nous intéresser parce qu'on va écouter son argumentation et on va voir si son argumentation est solide ou alors si c'est complètement débile, je sais pas. Hein. Et moi je ne suis pas un grand économiste, mais si je suis capable de débunker son argumentation comme ça, bim bim bim, eh bien peut-être que les grands économistes ne sont pas des grands économistes. Et ça, ce serait quand même le comble. Mais avant qu'on écoute ce Thomas Porcher, bah, je dois vous dire que j'ai quand même un biais. J'ai un biais vis-à-vis des économistes en France, parce que j'ai l'impression, et dites-moi dans les commentaires si vous partagez cette impression, j'ai souvent le sentiment qu'un économiste en France, c'est un mec payé par l'argent des autres, qui est là pour nous expliquer comment bien dépenser l'argent des autres. Donc c'est-à-dire que ces gens ne s'intéressent absolument pas à la manière dont la richesse est créée. Les économistes, c'est un petit peu des commissaires au plan, qui regardent l'économie du dessus et qui se disent « Tiens, regardez, lui a l'air d'avoir un petit peu trop, donc on va lui prendre un peu, et puis hop, regardez, ça marche, tout le monde est à zéro, c'est parfait, c'est génial. » Donc j'avoue, j'ai un biais envers les économistes, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est souvent des genres de militants d'extrême gauche. Alors, université Panthéon-Sorbonne, université Sorbonne-Paris-Nord, donc j'ai quand même l'impression qu'on est sur un mec qui est plus ou moins payé par nos impôts. Essayiste, chroniqueur, bah, ils vendent peut-être des bouquins, et vendre des bouquins, il y a quand même cette dimension entrepreneur. Il se lance en politique avec l'essayiste Raphaël Glucksmann et la militante écologique Claire Nouvian, et il crée un parti appelé Place Publique, visant notamment à mettre une liste d'union de la gauche. En quoi ce mec n'est pas militant? En quoi la parole économique de ce mec est censée avoir plus de valeur que la parole d'un random gauchiste? Bah, c'est ce qu'on va voir, les amis, parce que peut-être qu'il va nous étonner, il va nous ébahir par la qualité de son argument, et là il a la charge de la preuve, hein, parce que dire qu'il n'y a pas de problème de dette en France... bah faut être couillu, et donc on va voir s'il a les moyens de sa politique. Il n'y a pas de problème de dette en France, la dette augmente. Alors on aime bien nous dire que nous sommes l'équivalent d'un ménage qui va laisser une dette à ses enfants. C'est parfaitement faux. Je l'explique bien dans la BD. Vous savez... Ah, il écrit une BD. L'économie pour les 99%. Bah écoutez, si vous voulez m'envoyer cette BD, c'est avec plaisir. Je n'achèterai pas ça c'est absolument certain, mais je vois très bien l'idée, on va taxer les riches en fait. Tous nos problèmes vont se résoudre quand la France communiste achèvera sa transition vers le communisme. En comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. Je vous laisse 5 secondes pour comprendre pourquoi son argument est complètement claqué des fesses. Quelle espèce de gros charlatan. Donc on se met dans le cadre de son analogie. Si vous avez une dette, à la limite, c'est pas trop grave parce qu'en face, vous avez un patrimoine. Donc on imagine que l'État français, c'est un peu comme un couple qui est endetté. Donc par exemple, le couple, on va reprendre un peu l'ordre de grandeur qu'il nous donne. Le couple a une dette de 500 000 balles. On pourrait se dire que c'est beaucoup, mais ça va. Ça va, parce que leur appartement coûte 600 000, donc ce couple, vu que son patrimoine couvre sa dette, il peut continuer à faire absolument n'importe quoi, il peut continuer à emprunter beaucoup plus qu'il ne gagne, parce que ça va. Donc déjà, son truc, c'est absolument pas soutenable à long terme, mais il y a quelque chose d'encore plus bête. C'est que les mecs, s'ils veulent rembourser leur dette, ils doivent vendre leur actif, et du coup, ils habitent où ? Bougre d'imbécile, si rembourser la dette, ça veut dire que t'es censé vivre dehors, bah c'est pas génial. C'est pas génial comme situation. Et donc je conseillerais à ce couple ou à cet État, plutôt que d'écouter les balivernes d'économistes payés par ses impôts, et bah je leur conseillerais de plutôt essayer de vérifier comment ils peuvent se débrouiller pour gagner plus en produisant plus, peut-être se débrouiller pour diminuer leurs dépenses et pour commencer à réduire leurs dettes
dette avant de se retrouver à la rue. Alors ensuite, quand il nous dit l'État lègue du patrimoine à nos enfants, donc c'est cool en fait, ça va léguer du patrimoine à nos enfants, va voir la tête du patrimoine, parce que moi je veux bien, mais d'une part je suis pas certain que le patrimoine de l'État soit hyper liquide. Ça va, regardez, on a la gare du Nord. Qui veut acheter la gare du Nord? Est-ce que quelqu'un veut acheter la gare du Nord? Ça n'a vraiment pas de sens ce qu'il nous raconte. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai l'impression que le patrimoine de l'État, c'est quand même un sacré passif, parce que c'est des trucs qui doivent nous coûter extrêmement cher. Donc j'imagine que le patrimoine dans le budget de l'État, c'est quelque chose qui coûte en entretien, c'est quelque chose qui coûte en énergie, c'est quelque chose qui coûte en personnel. Donc quand je regarde l'état de la dette française qui se dégrade à vitesse grand V, je ne suis pas hyper rassuré quand on me dit « T'inquiète, il y a du patrimoine public », mais peut-être qu'il va répondre à ça, hein, peut-être que je me suis enflammé et qui va me faire fermer ma bouche. Comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Mais c'est complètement débile ce qu'il raconte. Non, les Français héritent à la fois d'une dette qui est croissante, ils héritent d'un déficit qui est croissant, et ils héritent d'un patrimoine qui n'est absolument pas liquide. Et encore une fois, si vous vendez les gares, par exemple, je sais pas si ça va vous aider beaucoup. Bonne analogie, ça pourrait être, vous savez, il y a des familles là, de noblesse désargentée, où vous avez un château dans la famille, et les enfants héritent du château, et ils se retrouvent avec une énorme baraque absolument inchauffable, absolument irréparable, et s'ils doivent la réparer, ils doivent faire appel aux architectes du patrimoine de je sais pas quoi, et donc une famille peut être ruinée par un héritage. Et je pense que le fameux patrimoine des Français, ça peut être un peu ce délire, c'est mes enfants, je vais leur dire « Coucou les enfants, regardez, vous avez hérité de la gare Saint-Lazare », et les enfants se disent « Oh génial, attendez, par contre faites gaffe, parce que vous héritez aussi des syndicalistes cheminots de la CGT de la gare Saint-Lazare ». Cyber le cadeau. Donc c'est important de dire qu'il n'y a pas de problème de dette en France. Vous savez, l'Afrique, il y a 1,5 milliard d'habitants. C'est quoi le rapport? Ok, donc on va parler de l'Afrique. Je sens que je vais me faire défoncer sur mon histoire de ce fameux patrimoine qui fait que les Français ont en fait pas de dette mais un super héritage. Du coup, on va parler de l'Afrique. Vous savez que la dette de l'ensemble du continent africain, elle est plus faible que celle de la France. Il y a 70 millions d'habitants, plus faible. Et la dette africaine est un grave problème. Pourquoi c'est un grave problème? Parce qu'ils ont un patrimoine public beaucoup plus faible. Moi, j'ai travaillé pour des pays... Et ça, c'est censé nous rassurer. Moi, l'info que je retiens, c'est que la France, c'est un tout petit pays et qui a une dette plus importante que la dette d'1,5 milliard d'habitants. Et quand je reçois cette information, j'ai plutôt tendance à me dire que ça déconne complètement, plutôt que d'être rassuré, mais c'est peut-être que moi, hein. C'est peut-être parce que je suis pas un grand économiste. Parfois, des petits pays africains, notamment le Congo, où ils avaient des dettes de quelques dizaines de milliards, alors que nous, on a 2000 milliards de dettes, quelques dizaines de milliards, et ils étaient proches du défaut, parce qu'il n'y avait pas ce patrimoine public, parce que les investisseurs n'avaient pas confiance en la dette. La fameuse confiance des investisseurs dans la dette française. Écoute, je vais faire appel à un autre grand économiste, je vais appeler ChatGPT. Est-ce que l'évolution récente des taux d'intérêt auxquels se finance la France pour sa dette, est-ce que ça signifie que les investisseurs ont de plus en plus confiance dans la dette française ou de moins en moins confiance dans la dette française? Je sais pas, hein. Moi ça me paraît compliqué ces petites choses, donc c'est pour ça que je demande à mon pote ChatGPT, mais encore une fois c'est parce que je suis pas un grand économiste. Si les taux d'intérêt augmentent, une hausse des taux d'intérêt peut indiquer que les investisseurs ont moins confiance dans la France à gérer sa dette. Cela peut être dû à des préoccupations économiques, budgétaires, politiques. Et en ce moment, les taux d'intérêt de la dette française, ils sont plutôt dans une tendance haussière, ou alors la France a des taux d'intérêt de plus en plus faibles pour financer sa dette sur les marchés. Les taux d'intérêt auxquels la France se finance ont récemment suivi une tendance haussière. Par exemple, les obligations de l'État français à 10 ans ont dépassé les 3%. Cette augmentation est attribuable à plusieurs facteurs: contexte économique, situation budgétaire, tensions politiques. Est-ce que les investisseurs aiment bien ça? Moi, j'en sais rien, je suis pas un grand économiste. La dette publique française qui atteint 112% du PIB et le déficit qui s'élève à 6,1%, est-ce que je sais pas moi, si j'étais investisseur, est-ce que je trouverais ça plutôt cool ou plutôt pas cool? Et les tensions politiques, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt cool ou pas cool? Et j'imagine que l'augmentation récente des taux d'intérêt, ça concerne une petite partie de la dette que la France doit avoir, une partie de sa dette qui se finance à des taux qui sont moins élevés, qui datent d'une période où les gens avaient plus confiance dans les finances de la France. Et
est-ce qu'il pourrait y avoir un problème lié au fait que la nouvelle dette qui va être émise par la France aura des taux d'intérêt plus élevés? Est-ce que ça pourrait contribuer à une dégradation des finances publiques de la France? J'en sais rien, ça encore, moi je suis pas un grand économiste, mais je me dis que c'est pas la même chose de financer sa dette à 0% et de la financer à 3%. Quand on parle en milliards, ça doit avoir un petit impact sur le budget d'un pays. Chaque année, une partie de la dette arrive à échéance et doit être refinancée. Si les taux d'intérêt actuels sont plus élevés, le coût de financement augmente pour cette partie de la dette. Par exemple, si un emprunt contracté à 0,5% il y a 10 ans doit être financé à 3%, le coût pour l'État augmente significativement. Tiens, tiens, tiens. Non mais je rigole, évidemment que la situation de la dette française est absolument catastrophique. Il faut vraiment être le dernier des idéologues gauchistes pour nous dire qu'il n'y a pas de problème avec la dette française. Donc je trouve que c'est complètement fou en fait ce genre de clown. Et le pire c'est qu'il y a des gens qui vont croire ça. Il y a des gens qui vont se dire ça va, en fait il y a du patrimoine public. Et puis en fait une fois qu'on aura cramé le patrimoine public, il n'y a pas de problème parce qu'il y a aussi du patrimoine privé. Donc ça va. Ça vaut la peine de créer des nouveaux services publics. Par exemple, le service public où vous pourrez faire votre transition de genre gratuitement à partir de 15 ans, ce serait pas mal du tout. Enfin, je trouve que c'est complètement délirant. Nous avons un patrimoine public élevé, c'est-à-dire des bâtiments publics, des entreprises publiques, des placements financiers qui rapportent beaucoup d'argent, et nous avons des investisseurs qui demandent notre dette. Mais il croit à ce qu'il dit. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que ce discours, ça contribue à ce que les gens continuent de voter à gauche en se disant on peut continuer d'avoir un état maman hyper redistributif, on va se manger bientôt un mur de la dette parce que, encore une fois, la France est en train de couler alors qu'elle se finance à des taux d'intérêt négatifs. Quand ces dettes vont arriver à échéance et qu'une plus grosse partie de la dette qu'on doit payer aura des taux d'intérêt plutôt aux alentours de 3%, on va arriver dans une zone franchement rouge. Et là, les économistes nous diront, mais il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a toujours pas de problème, on peut continuer à dépenser sans compter parce que les riches vont payer. Et vous savez que pour un gauchiste comme ça, un riche, c'est quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. Donc au-dessus de 2000 € par mois, tout votre patrimoine pourrait être saisi au nom de la solidarité pour pouvoir rembourser la dette. Enfin vraiment, ces gens méritent des paires de claques. Donc la dette, à l'heure actuelle, quand on l'observe, elle n'est pas un problème. C'est une peur qu'on instrumentalise pour justifier des économies dans les services publics. Parce qu'évidemment, il n'y a absolument pas d'économie à faire dans les services publics. Et je voudrais quand même vous montrer ce chiffre parce que je crois qu'il y a des gens qui ne réalisent pas ça. Il y a des gens qui pensent que depuis des années, on a une politique néolibérale en France de casse et de coupe dans les services publics parce que des gens comme ça qui sont censés être économistes sont en fait des menteurs idéologues militants. Mesdames et messieurs, voici la courbe de la dépense publique dans l'enfer libéral français. Vous pouvez prendre ces graphiques dans tous les sens. Toujours plus d'argent pour la protection sociale, toujours plus d'argent pour l'école, toujours plus d'argent pour la retraite, toujours plus d'argent pour tout et surtout pour n'importe quoi. Et en plus, on a des économistes payés par nos impôts pour nous dire « Tranquille les gars, tout va bien, ça va bien se passer. » Chers amis, révoltez-vous, battez-vous contre la gauche, commencez à dire les termes, parce que la prochaine étape de leur système communiste, c'est interdiction de sortir du territoire, c'est le ticket de rationnement, c'est le goulag, c'est la pénurie. Ça s'est passé comme ça dans tous les systèmes communistes et ça se passera comme ça en France si vous ne commencez pas à vous révolter.